Bonjour à tous. Avancée majeure ou tournant dans la guerre en Ukraine, l'Occident autorise les Ukrainiens à utiliser les armes qui sont fournies à des fins de frappe en Russie sur des cibles, des sites servant à la guerre en Ukraine. Donc il y a un changement majeur puisque jusque-là, les Russes pouvaient attaquer impunément l'Ukraine, donc bombarder des sites ukrainiens depuis leur territoire. La doctrine qui avait été adoptée jusque-là par l'Occident, donc principalement les Américains, les Allemands, les Français ont changé sur ce point-là depuis le début de la guerre de haute intensité en Ukraine, mais la doctrine majoritaire quand même occidentale était d'interdire aux Ukrainiens l'usage des armes fournies par les Occidentaux pour aller frapper en profondeur la Russie sur son territoire. Donc, interdiction d'aller frapper des sites russes, des sites militaires, des infrastructures énergétiques, donc des dépôts d'armes, des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, tout ça a été prohibé. Là, la doctrine a évolué pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que d'une part, on a clairement constaté que l'approche occidentale, donc de fournir de l'aide militaire en termes de matériel, de logistique aux Ukrainiens, n'a pas été suffisant à contenir la Russie. Pourquoi? Puisque la qualité n'a jamais pu remplacer la quantité. Donc c'est un constat que nous avons fait lors de la guerre en Ukraine. Dans la mesure où les Russes ont une supériorité numérique tant en termes de matériel qu'en termes d'hommes, il fallait changer de stratégie. Et c'était soit abandonner la guerre en Ukraine et donc laisser les Russes prendre l'Ukraine et ensuite le reste de l'Europe centrale, soit changer de stratégie. Donc on a décidé de monter d'un cran et de valider l'usage des armes occidentales à des fins de frappe sur des sites en profondeur, donc en Russie. Alors, la deuxième raison de cette décision, de ce choix, c'est que quand on étudie les guerres du passé, notamment la guerre du Vietnam, on voit clairement que les Américains ont perdu cette guerre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été en mesure de détruire les éléments logistiques servant au Viet Cong dans la guerre contre l'armée américaine. Et finalement, des combats sur les territoires même ne servent pas à grand-chose si on n'arrive pas à détruire la logistique de l'adversaire. Donc, il fallait bien à un moment donné prendre une décision. C'était comme je le dis, soit frapper la logistique russe qui se trouve sur les territoires russes, soit abandonner la guerre en Ukraine, dans la mesure où on n'a jamais été, on n'est pas et on ne sera jamais en mesure d'avoir d'une manière comparable autant de matériel et d'hommes que peut mettre la Russie sur le terrain. Maintenant, il a bien fallu faire des choix. Donc le choix de frapper la Russie sur son territoire, son infrastructure, est des plus judicieux. On peut juste regretter que ça vienne aussi tard. Après, il y a aussi une dimension morale dont il faut parler, puisqu'il faut bien constater, il faut bien garder à l'esprit que les Russes bombardent l'Ukraine tous les jours. Tous les jours, depuis plus de 2 ans. Des villes ukrainiennes sont bombardées, des gens meurent, tous les jours. Et sur ce, on dit aux Ukrainiens, vous n'avez pas le droit de répondre, vous n'avez pas le droit de répliquer. On leur donne des armes qui sont efficaces, qui ont fait leurs preuves, notamment dans la mer Noire, où nous voyons clairement que les missiles français ou franco-britanniques Scalp ont réussi à frapper de manière très efficace la marine russe, et ça a permis de débloquer le port d'Odessa. Alors on leur fournit des armes de haute qualité, de haute performance, on leur dit vous n'avez pas le droit de vous en servir à 100% de leur capacité. Enfin, ça paraît ridicule et ça frise de ridicule. Ensuite, c'est du gaspillage d'argent et de moyens. Soit on se donne les moyens de contenir la Russie en Ukraine, soit on se les donne pas. Mais si on veut pas se les donner, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour fournir du matériel de haute qualité, de haute performance à un pays à qui on interdit de s'en servir correctement. Donc cette décision est clairement judicieuse, des plus attendues, et on peut juste regretter qu'elle arrive aussi tard. Maintenant, il faut aussi voir les contours de cette décision, puisque on voit les déclarations des différents pays, on ne sait pas trop ce qu'il faut en retenir. Alors prenons la déclaration du président français Emmanuel Macron, qui a déclaré pendant sa visite officielle en Allemagne que les Ukrainiens pourront se servir du matériel fourni par les Français pour aller frapper la Russie sur son territoire, mais juste frapper l'infrastructure et les moyens servant à la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Puisque la Russie qui est passée en économie de guerre, toute fabrication de tout matériel, où qu'il soit, sert à la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, frapper des usines qui se trouvent dans la région de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Oufa, de Volgograd ou autres,
ça signifie frapper l'infrastructure, la logistique russe, dont les Russes se servent pour la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que ce qu'autorise Emmanuel Macron, c'est d'aller frapper la Russie en tant que telle, ou est-ce qu'il délimite un espace? Ça, on ne le sait pas, et il conviendra d'attendre, de voir ce qui se passe pour le savoir. Également la déclaration américaine, qui est encore plus ambiguë pour moi. Joe Biden qui déclare que les Ukrainiens seront autorisés à utiliser les missiles américains, que ce soit les roquettes HIMARS ou le missile ATACMS, pour aller frapper des cibles en amont de la Russie, en provenance de la Russie, mais juste en cas d'attaque russe. L'Ukraine, ça fait quand même 2 ans et demi qu'elle subit une guerre d'autre intensité qui est menée par la Russie. Donc elle est attaquée tous les jours, à toute heure. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Du moment où l'Ukraine est attaquée par les Russes, elle peut se servir de ses armes. Donc pour moi, c'est pas clair du tout. Également les Américains qui précisent que ces armes devront servir dans le cadre de la défense de Kharkiv. Donc ce sont des déclarations qui sont très ambiguës, qui sont pas claires, donc il faudra clairement voir et attendre de voir ce qui va se passer pour savoir exactement que veulent dire les dirigeants. Alors ensuite, moi je pose une question, c'est-à-dire que on a eu affaire à beaucoup de bluffs. Donc, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une décision précise? Parce que je constate que cette déclaration de pouvoir utiliser des armes occidentales pour aller frapper en profondeur en Russie, donc date de plusieurs jours. On n'a pas vu venir grand-chose. Donc, est-ce qu'on est encore dans une situation où on a affaire à du bluff? Donc, une menace déguisée en disant, voilà, attention, c'est le dernier avertissement. Ou est-ce qu'effectivement la décision au sommet de l'OTAN de Prague a été prise d'autoriser les Ukrainiens à se servir de ces armes contre des sites se trouvant sur le territoire russe? Donc ça aussi, il faudra attendre de voir. Ensuite, la question est de savoir quels sites seront visés, donc quelle intensité des frappes. Donc quel est l'impact, quelle est la zone géographique qui est déterminée et quelle est l'intensité de ces frappes. Donc ça, c'est également crucial pour voir quelle est la stratégie qui a été adoptée. Donc on le sait, donc les missiles qui sont fournis aux Ukrainiens, ce sont principalement des missiles de moyenne portée. Donc aujourd'hui, ils disposent de missiles franco-britanniques Scalp et franco-britanniques Storm Shadow. Donc c'est le même produit, c'est qu'en fait les Britanniques l'appellent différemment que les Français. Ils ont les missiles français Aster, les missiles américains ATACMS et HIMARS. Et ils auront probablement bientôt des missiles allemands Taurus, si un jour l'Allemagne se décide finalement de leur fournir ces missiles. Donc on sait que les Allemands ont finalement changé d'avis, donc ils permettent aux Ukrainiens d'utiliser leurs missiles à des fins de frappe des cibles sur le territoire russe. On ne sait pas par contre quand est-ce que ces missiles seront fournis, s'ils seront fournis un jour. On sait que l'Allemagne mène une politique assez ambiguë concernant l'aide à l'Ukraine sur la livraison d'armes. Alors si les Allemands sont l'un des principaux sponsors financiers de l'aide à l'Ukraine, c'est un fait. Donc c'est le premier sponsor en Europe. Les livraisons d'armes allemandes laissent beaucoup à désirer. Et ça vient du fait que la politique ne suit pas. Et la politique ne suit pas parce que des gens comme Olaf Scholz se figurent qu'après la guerre en Ukraine, si tant est qu'elle s'arrête un jour, dans un avenir proche, on pourra revenir à ce qui se passait avant, à savoir as usual business, donc faire du business avec la Russie comme c'était le cas avant la guerre. Ça n'arrivera pas. On peut en être sûr, mais dans tous les cas, donc la politique allemande laisse beaucoup à désirer puisqu'on est dans l'ambiguïté. Alors, de l'efficacité en fait de ces frappes, on pourra en juger quand elles arriveront parce que pour l'instant, on les voit pas venir. Mais en tout cas, on peut quand même parler d'un tournant dans la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que on arrive quand même dans une phase où l'Occident se donne enfin les moyens de pouvoir contenir la Russie. Il n'était pas possible de contenir la Russie sans frapper ses moyens logistiques, sans frapper sa logistique, tout simplement. Sa logistique se trouve sur le territoire russe, sur le territoire biélorusse. Donc on ne va pas les frapper en Biélorussie, puisque la Biélorussie n'est pas co-belligérante dans ce conflit. On peut aller frapper en Russie. Donc, comme je disais, la question va être de savoir quelle est la zone déterminée de frappe, quelle sera l'intensité de ces frappes. Mais le fait est qu'enfin, on arrive à un moment où on se donne les moyens, après 2 ans et demi de guerre d'haute intensité, on se donne enfin les moyens d'agir correctement et efficacement contre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a un grave souci, c'est les défenses anti-aériennes. Et ça, je le dirai jamais assez. Si nous, aujourd'hui, effectivement, on a besoin de travailler le sujet en Europe,
les Russes sont vraiment à la ramasse. Ils sont vraiment à la ramasse comparé à ce qu'on peut avoir en Europe. Et quand on voit des drones ukrainiens fait maison qui arrivent à bombarder des sites russes, on voit clairement que la Russie est complètement à la ramasse pour ce qui est des défenses antiaériennes. Ils sont en retard on peut dire d'un siècle finalement, parce que ils ont encore des systèmes des années 60-70. Donc aujourd'hui, la Russie, s'il a vraiment un handicap, ses défenses antiaériennes, elle y remédiera pas dans un avenir proche. À moyen terme, peut-être que ça ira mieux, mais en tout cas, sur moyen terme, c'est pas avant 5 ans. Donc aujourd'hui, si on peut frapper sur des sites russes, c'est la chose à faire, parce que d'une part, on va priver la Russie d'une partie de sa logistique, et d'autre part, on peut faire quelque chose qui vraiment fasse mal à la Russie. Et si on veut faire reculer la Russie, si on veut la contenir, eh bien, il faut qu'elle ait mal, il faut qu'elle souffre, il faut qu'elle saigne. Il lui faut un bon coup de pied au derrière, hein, pour être un peu familier. C'est la seule chose à faire. Donc, ces frappes pourraient être un tournant dans la guerre. Alors, un autre tournant dans la guerre, peut-être, serait l'envoi de troupes. Alors, c'est un sujet qui est en débat. Donc, c'est un sujet qui a officiellement été lancé par Emmanuel Macron pendant la conférence de Paris, donc en février de cette année. Donc, conférence, je le rappelle, qui était destinée au soutien militaire à l'Ukraine. Donc, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il ne fallait rien exclure, puisque, effectivement, donc l'envoi de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien était une des options sur la table. Alors, on a aussi un sujet qui est en débat en France, puisque donc, il y a eu un accord signé entre l'Ukraine et la France concernant donc, les formations de troupes ukrainiennes donc, qui se font par l'armée française aujourd'hui officiellement en Pologne, peut-être en Ukraine également, ça on ne le sait pas. Justement, c'est le sujet du litige, puisque d'abord le ministère de la Défense ukrainienne a remercié les Français pour leur soutien à la formation en Ukraine. Ensuite, donc, ils ont rétropédalé, ils ont fait marche arrière. Donc, on peut supposer qu'il y a des instructeurs français qui sont pas en uniforme en Ukraine. Ils le sont en Pologne, en tout cas, ça, on le sait. Il y a environ 1000 à 1500 instructeurs français en Pologne qui forment des troupes ukrainiennes. Donc, il est question aussi également de créer, dans un avenir proche ou moyen, des brigades blindées légères, donc c'est les Français qui doivent s'en occuper, donc des brigades légères ukrainiennes. Donc il est possible, voire probable qu'il y ait des formateurs français sur le territoire ukrainien. Maintenant, ils sont sûrement pas en uniforme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitance hein, dans la guerre moderne, donc on peut supposer que ce soit donc, des compagnies de sécurité privée, des mercenaires, des forces spéciales qui se chargent de ces formations. Un autre sujet qui est en débat, c'est les troupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle a un problème pour mobiliser. Et ça ira pas mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc l'armée ukrainienne, la plupart de ses soldats n'ont pas été relevés depuis le 24 février 2022, voire encore auparavant. Les Ukrainiens ne veulent plus faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils voient parfaitement que l'Occident les soutient à demi-mesure. Ils voient parfaitement ce qu'on peut appeler les gueules cassées, donc les gens qui reviennent du front. Ils voient parfaitement que c'est une guerre qui s'est enlisée. Donc aujourd'hui, la guerre en Ukraine, ça fait pas rêver. Et on peut comprendre que les Ukrainiens qui ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment de soutien ne veulent pas aller mourir dans les tranchées pour rien. Si on leur donnait jusque-là pas l'autorisation d'aller se défendre convenablement, si on leur interdisait d'utiliser nos armes alors que les Russes les bombardent tous les jours, on peut comprendre que mourir pour une cause que beaucoup estiment comme cause perdue, c'est pas le plus grand rêve de la plupart des gens. Donc effectivement, il y a eu des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ukrainien, à savoir donc la non-remise de visa à l'étranger. Donc les Ukrainiens aujourd'hui ne peuvent plus avoir de papier, de visa ou quoi que ce soit comme papier ukrainien, donc en étant à l'étranger. Donc on demande également, ça on le sait également de manière non officielle, à des pays comme la Pologne et la République balte de ne plus remettre de visa aux Ukrainiens donc qui sont en âge d'être mobilisés. Donc d'une part, donc les consulats ukrainiens ne remettent plus de passeport à ceux qui n'ont plus de passeport en cours de validité. Les pays occidentaux ne remettent plus trop de visas non plus donc aux Ukrainiens qui veulent quitter l'Ukraine et qui sont en âge d'être mobilisés. Donc il y a une politique de mobilisation, peut-on dire, semi-forcée qui est mise en place, donc qui fait pas trop d'effet. Ensuite, on sait que les Ukrainiens donc recrutent comme les Russes sont en prison.
Donc c'est la guerre comme à la guerre, on recrute où on peut, donc on se moquait tellement des Russes quand ils le faisaient. Bien tout simplement, quand c'est la guerre, on recrute là où on peut. Il faut quand même pas oublier que le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, c'est de 3 soldats russes pour un soldat ukrainien. Donc on peut comprendre que l'Ukraine recrute là où elle peut. Alors il avait été question à un moment donné d'envoyer des troupes occidentales pour décharger quelque peu donc, les troupes ukrainiennes qui se trouvent sur la frontière, par exemple, biélorusse. Alors, c'est une idée, à mon avis, qui sera pas réalisée, puisque pour avoir vraiment un impact sur le nombre d'hommes que l'Ukraine peut mettre sur le front, il faudrait que l'Occident envoie 200 000 hommes. Donc, c'est pas faisable. On sait que la France pourrait envoyer au maximum 20 000 hommes qu'elle pourrait dépêcher sur la ligne donc, de la frontière Ukraine-Biélorussie. C'est loin d'être suffisant. Donc, c'est pas à ce niveau-là qu'on arrivera à les aider dans un avenir proche. Ce qu'on pourrait envisager, par contre, c'est d'engager des mercenaires. Ça se fait. Et c'est un tabou qu'il faut également dépasser. Les Russes le font, les Ukrainiens le font également. Peut-être qu'il faudrait simplement les subventionner pour qu'ils réussissent à engager plus de mercenaires. Les mercenaires, ça se trouve, ça se paye, c'est efficace. Donc aujourd'hui, si on veut renforcer les troupes ukrainiennes en termes d'hommes, c'est des mercenaires qu'il leur faut. Des mercenaires que nous, on peut payer, qu'on peut engager en tant qu'Occident, en tant que soutien à l'Ukraine. Ce serait la solution la plus accessible à court terme. Ensuite, on peut effectivement leur donner un appui logistique, puisque le problème qui s'est posé à partir de la guerre de haute intensité, c'est que le matériel occidental qui a été fourni n'était pas efficace parce qu'il n'y avait pas la logistique. Donc, ils n'avaient pas les hommes, les spécialistes pour réparer ce matériel donc qui en avait besoin. Le matériel endommagé ne pouvait pas être réparé puisqu'ils n'avaient ni les pièces de rechange, ni les spécialistes pour le faire. Et ça, c'est un avantage des Russes qui, eux, ont un matériel très primitif et simple. Donc, au final, donc un tank qui est endommagé, il faut un marteau, un tournevis et un pied solide pour mettre un coup de pied dedans pour le réparer. Donc, c'est juste un petit peu exagéré parce qu'effectivement, donc les tanks russes, ça se répare facilement. D'ailleurs, c'est l'objectif. Hein. Quand les Russes produisent des armes, ça doit être des armes, d'une part, faciles d'utilisation, ensuite des armes faciles pour réparer et d'entretien également. Et ça vaut pour tout, hein, que ce soit le fusil d'assaut Kalachnikov, que ce soit les tanks, les véhicules blindés, les armes de poing, ça a toujours été la stratégie russe et c'est une stratégie payante puisque en peu de temps on arrive à remettre en état du matériel et c'est pas le cas pour le matériel occidental, que ce soit le tank Abrams qui nécessite vraiment une grande logistique, même le tank Léopard allemand, on demande également. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'on peut donner à l'Ukraine, c'est de la logistique. C'est de la formation et de la logistique et de l'expertise, et ça se fait sûrement déjà, puisqu'on n'est pas obligé d'envoyer des hommes en uniforme pour donner ce genre de service. Donc ça se fait sûrement déjà. Donc on peut estimer qu'on est déjà à un tournant de cette guerre. Il faudra voir à quel point le tournant est réel. Donc d'une part, l'autorisation de frappe sur le territoire russe. D'autre part, un soutien accru logistique, l'expertise. Il ne faut pas s'attendre à un envoi massif de troupes occidentales, ça ne se fera pas. Ce qui est déjà fait, à mon avis, c'est ce soutien logistique. Donc à partir de là, ce sont surtout les frappes, leur intensité, leur impact, leur détermination géographique qui pourra faire la différence. Donc on peut estimer qu'on est à un tournant, mais ce tournant et son ampleur sera déterminé par la volonté politique. La volonté politique des États occidentaux, donc à savoir à quel point les États occidentaux sont capables de s'engager ou pas dans la confrontation avec la Russie. Alors il y a deux choses sur lesquelles il faut être bien clair. Alors pour ceux qui estiment que envoyer plus d'armes à l'Ukraine pourrait nous pousser vers la confrontation avec la Russie, sont dans l'erreur parce que la confrontation, on y est déjà. On est en pleine confrontation avec la Russie, sauf qu'on la nomme pas, mais c'est une confrontation bel et bien, donc il faut bien comprendre que la guerre avec les Russes, on y est déjà. Voilà. C'est peut-être pas un conflit de haute intensité, ça le deviendra peut-être dans un prochain temps, mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que si jamais on fait preuve de faiblesse vis-à-vis des Russes, la guerre de haute intensité, on va la voir très rapidement. Donc aujourd'hui, la seule façon d'éviter une guerre de haute intensité, c'est de contenir la Russie. Et la confrontation, comme on est déjà dedans, il n'y a pas de risque qu'on arrive à une confrontation qu'on a déjà. Donc il faut bien comprendre que ce qui se passe maintenant, c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas nommée. Nous, on a de la guerre hybride, on a de la guerre cybernétique. Donc on est réellement déjà en situation de confrontation avec la Russie. Ensuite, les Russes ne comprennent que la force et ne respectent que la force. Donc en faisant preuve de faiblesse, on les incite à
à continuer d'être agressif, tout simplement. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a parfaitement raison en disant qu'il ne faut rien s'interdire. Puisque l'agresseur ne s'interdit rien, nous, on serait fous et inconscients de s'interdire quoi que ce soit. Si les Russes poussent à l'escalade, nous devons suivre. Et aujourd'hui, le fait d'autoriser des frappes sur le territoire russe, c'est une chose à laquelle les Russes ne s'attendaient pas. Donc ça change, pour eux, ça change la donne. Donc, il faut bien faire preuve de fermeté et bien être prêt à monter en puissance et si l'agresseur monte en puissance. Il ne faut pas oublier qui est l'agresseur. L'agresseur, c'est les Russes. Et si on veut se défendre contre les Russes, si on veut les conquérir, il faut s'en donner les moyens. On a passé 2 ans à prendre des demi-mesures, on a bien compris que ça ne suffisait pas. Donc aujourd'hui, soit on se donne les moyens correctement pour conquérir la Russie, soit on remballe. Il n'y a pas de troisième solution. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit que les Russes vont répliquer. Donc ça, c'est sûr, mais de toute façon, c'est inévitable. C'est inévitable puisqu'il n'y a rien qui puisse empêcher les Russes de répliquer, si ce n'est que de les contenir. Donc les Russes font de toute façon ce qu'ils ont décidé de faire et ils agissent souvent de façon non rationnelle, ce qui prouve d'ailleurs, ce qui est prouvé par la guerre en Ukraine, puisque si l'on s'en réfère aux analyses qui avaient lieu avant la guerre d'haute intensité, avant le 24 février 2022, la plupart des experts étaient convaincus que les Russes n'attaqueraient pas. Pourquoi? Parce que c'était pas rationnel. Tout simplement, il serait arrivé à beaucoup plus avec le processus politique, avec les accords de Minsk 1, Minsk 2, peut-être plus tard Minsk 3, Minsk 4, donc le format de Normandie. Alors, ils ont quand même décidé d'attaquer. Aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à leur fin, ils ne sont pas arrivés à atteindre leurs objectifs, tant mieux d'ailleurs. Mais ça prouve que les Russes n'agissent pas toujours de manière rationnelle, il faut garder ça à l'esprit. Donc, faire preuve de faiblesse vis-à-vis des Russes, c'est les inciter à nous agresser. Maintenant, il ne faut pas hésiter à faire monter les enchères, parce que c'est pas une façon de pousser les Russes à de l'agression. Les Russes nous agresseront s'ils l'ont décidé d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'on soit offensif ou défensif, ça ne changera rien. Donc, autant être offensif parce que ça nous garantit plus d'arriver à contenir la Russie que si nous sommes passifs et défensifs. Mais les Russes vont répliquer. Donc, ça, c'est, tenez-le pour dit, c'est sûr. Non, comment? Donc, mais perdre la guerre hybride. Donc, il n'y aura pas de frappe. Alors ça, je peux vous le garantir, il n'y aura pas de frappe de missiles russes sur le territoire de l'OTAN. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, si la Russie frappait un pays de l'OTAN quelconque avec ses missiles, les répercussions seraient tellement graves pour la Russie que c'est pas rentable. Et je peux vous assurer que les oligarques qui cofinancent cette guerre, ils n'ont pas forcément envie de voir partir en fumée leur belle villa et tout ce qui leur appartient, qu'ils ont passé des années à voler dans une guerre avec l'Occident. Donc ça, les Russes n'attaqueront jamais à coups de missile, il n'y aura jamais d'attaque nucléaire. Ça, vous pouvez en être certain, c'est du bluff. Les Russes n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Comme je le disais, ils ont des défenses aériennes beaucoup plus défaillantes que les nôtres. Donc non, aucune frappe nucléaire russe, non, aucune frappe conventionnelle russe, ça n'arrivera pas. Par contre, ce qui va arriver, c'est la guerre hybride, ça c'est sûr. Donc pression migratoire à la frontière de l'Union européenne, donc frontière polono-biélorusse, polono-russe, frontière avec les républiques baltes, pression migratoire à la frontière finlandaise, ça se fait déjà. Ensuite, déstabilisation des Balkans. Les Russes gagnent l'influence dans les Balkans, surtout en Serbie et en Bosnie. On le sait, donc les Russes cherchent à envenimer les choses entre le Kosovo et la Serbie. On sait le président serbe est très lié économiquement et politiquement à la Russie. Donc les Russes vont chercher à déstabiliser les Balkans, ça on peut en être certain. Ensuite, confrontation, déstabilisation de l'Afrique, d'une part pour nous couper des ressources africaines, d'autre part pour créer de la menace en termes de djihadisme, troisièmement pour créer des crises migratoires. Donc les Russes vont continuer à déstabiliser l'Afrique. Peut-être un renforcement du soutien russe, que ce soit au Hezbollah ou que ce soit à l'Iran, c'est probable. Ensuite, on peut aussi envisager que les Russes soutiennent des groupes terroristes, voire les financent pour faire des attentats en Occident. Ça, c'est très probable aussi. Donc la France est particulièrement visée. Donc ce sont des scénarios possibles de répliques russes concernant la décision qu'on a prise, donc justement d'autoriser les Ukrainiens à frapper avec le matériel occidental sur le territoire russe. Donc la Russie va répliquer, ce qui ne va pas mener directement à la guerre de haute intensité, mais si on veut éviter cette guerre de haute intensité, premièrement,
et là je rejoins parfaitement Emmanuel Macron, il faut rien s'interdire. Si on veut contenir une agression, il faut faire preuve de fermeté. C'est pas en faisant preuve de faiblesse qu'on peut contenir une agression. Ensuite, la Russie ne respecte que la force et ne méprise rien de plus que la faiblesse. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Tant qu'on sera faible et qu'on fera preuve de faiblesse, les Russes seront agressifs. Donc aujourd'hui, la décision de faire monter les enchères et de leur dire « Ok, on va vous frapper sur votre territoire », c'est la chose qui était à faire. C'est la bonne décision. Il y aura des conséquences, mais elles ne seront pas dramatiques. Et aujourd'hui, c'est les Russes qui sont en position de faiblesse, finalement. Parce que ils commencent à avoir des problèmes en Géorgie. Donc la Géorgie leur échappe. Ainsi que leur échappe l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc aujourd'hui, la Russie elle a des problèmes dans sa propre sphère d'influence. Elle cherche elle-même à faire une pause opérationnelle. On voit clairement que l'armée russe est en train d'être regroupée et réformée. Un nouveau ministre de la Défense avec une idée de guerre un peu nouvelle, plus basée sur l'économie, la logistique que sur le bon vouloir et les décisions des généraux qui paraissent souvent incongrues. Donc la Russie aujourd'hui est dans une situation plus mauvaise que la nôtre. Donc c'est vraiment le moment de passer à l'action. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que si certains se figurent qu'après la guerre en Ukraine, on va recommencer à faire du business qu'on va vaincre la Russie, ils se mettent le doigt dans l'œil, je vous le dis clairement. C'est-à-dire que la Russie, on va arriver à la contenir et c'est pas gagné. La guerre en Ukraine, même s'il y a un tournant, elle est loin d'être gagnée. Donc, si on arrive à contenir la Russie, ce sera une victoire. Mais il n'y aura jamais d'architecture de la paix en Europe, puisque les Russes, ce qu'ils veulent, c'est revenir à l'état de 1989, avant 1989, donc une division européenne Est-Ouest, où la frontière de la Russie, finalement, sa sphère d'influence, se situe sur la Oder. Donc, ça signifie prendre la moitié de l'Europe orientale, chose qu'on ne peut pas laisser faire. Donc, de toute façon, les Russes vont revenir à la charge, soyez-en sûrs. Donc, même une fois qu'on arrivera à les contenir, il faudra de toute façon faire un effort en termes d'armement, en termes de sécurité, en termes de défense, un effort soutenu et discontinu. Parce que les Russes attendront le bon moment pour revenir à la charge. Ils le font toujours, et l'histoire le montre clairement. Donc, il faut bien être clair, ça se reproduira. Donc, ceux qui pensent qu'on va arriver à se mettre d'accord avec les Russes, qu'on va arriver à refaire du business avec eux comme sur un été, là, ils se trompent complètement. Et je tiens à le dire aussi, hein, si on en est là aujourd'hui, c'est bien à cause de politiciens tels que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Gerhard Schröder, Angela Merkel et Olaf Scholz. Donc, des gens qui n'ont pas vu venir la Russie, des gens qui se sont figurés qu'on pouvait s'entendre avec les Russes, qu'on pouvait arriver à des compromis, qu'on peut même arriver à créer un contrebalancier contre les Américains, à créer une espèce d'union euro-asiatique. Alors, c'est bien ces gens-là qui se sont laissés berner, ou qui ont bien voulu être bernés, qui nous ont menés là où on est. Ils nous ont menés au bord du gouffre. Et aujourd'hui, on s'est désarmé. On doit faire un effort, qui d'ailleurs n'est pas soutenu, malheureusement, par les sociétés occidentales, mais qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, si on en est là, on peut dire merci Chirac, merci Sarkozy, merci Merkel, merci Schröder. C'est leur politique qui nous a poussés, qui nous a mis là où on en est maintenant. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que les Russes ont frappé trop vite. Ils ont surestimé la division et la faiblesse de l'Occident. S'ils avaient attendu 5-10 ans, qui sait. Le fait est que leur attaque a mobilisé l'OTAN, a remobilisé l'Occident. Pas suffisamment, certes, mais quand même. Donc, merci Poutine pour ça. Voilà. Maintenant, il faut en tirer les leçons. Il faut en tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et tous ceux qui, comme Nicolas Sarkozy, estiment que la Russie a besoin de nous, qu'on a besoin de la Russie, ils ont toujours rien compris. C'est malheureux. Et ça fait peur parce que si ces gens reviennent au pouvoir, s'ils pensent qu'on va pouvoir revenir à ce qu'il y avait avant la guerre en Ukraine, là, ils sont dans l'erreur la plus totale. Ils sont à l'ouest, voire à l'est. Hein. Ça, c'est une chose qui est claire. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans une ère nouvelle. Alors, on n'est pas dans une guerre froide, puisque la guerre froide de l'époque, c'était une guerre bipolaire. Aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire. Mais il faut bien voir qu'Emmanuel Macron lui-même, il était parti sur une stratégie de
de compromis politique avec la Russie, et il a constaté, à ses dépens, que c'est pas possible. Et donc je vous le dis tout simplement, un compromis avec la Russie n'est pas possible, n'a jamais été possible, ne sera jamais possible, et ceux qui pensent le contraire, ils sont juste pas informés, et ils sont à l'ouest, ils sont à l'est, ou alors ils ont été bernés, ou alors achetés par les Russes. Donc on ne revient pas en arrière, pas de retour en arrière. Donc aujourd'hui, on commence à se donner les moyens de se défendre contre les Russes, c'est une bonne chose, mais c'est pas Austerlitz non plus, donc on n'en est qu'au début. La guerre en Ukraine, on est peut-être à un tournant, c'est super, mais elle est loin d'être gagnée. La Russie, on commence à la contenir, mais elle n'a pas encore été contenue. Donc on est qu'au début de l'effort, il faut bien le comprendre, donc il n'y a aucune raison de se féliciter. On peut juste se féliciter d'avoir enfin pris les bonnes décisions après 2 ans de guerre de haute intensité, mais c'est tout. Voilà, alors c'est déjà un bon début, à voir ce que ça va donner. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les Russes ne s'arrêteront pas. Les Russes iront aussi loin qu'ils peuvent aller. Ça, c'est une chose que l'histoire nous montre, donc c'est à nous de les arrêter. Soit on les arrête, on les contient, et on gagne du temps pour renforcer notre sécurité, soit on fait preuve de faiblesse, on ne les arrête pas, et demain, après-demain, dans un avenir proche, vous verrez les Russes à Varsovie, qui sait peut-être à Berlin, qui sait jusqu'où ils iront. Les Russes iront aussi loin qu'ils peuvent aller. S'ils peuvent arriver jusqu'à Berlin, ils iront jusqu'à Berlin. S'ils peuvent arriver à Paris, ils iront jusqu'à Berlin. Et à Paris, s'ils peuvent arriver à Lisbonne, ils iront jusqu'à Lisbonne. Hein. Les Russes ne s'interdisent rien. Et c'est ça le clou de cette confrontation, de cette histoire. C'est que les Russes ne s'interdisent rien, ils ne se mettent aucune limite. Alors, si nous, on veut se défendre efficacement contre les Russes, il faut également qu'on ne s'interdise rien, qu'on ne mette aucune limite et qu'il faut qu'on se mette au niveau de l'agresseur. C'est pas en faisant preuve de faiblesse qu'on arrive à quoi que ce soit. Si l'agresseur fait monter les enchères, il faut les faire monter également. Et c'est pas en pensant que faisant preuve de compromis avec la Russie, on arrivera à les contenir. Non, ça marche pas comme ça. Il n'y a que la force que les Russes comprennent. Et il est temps qu'on le comprenne aussi. Le passé, les erreurs du passé, il faut qu'on en tire des leçons. Ça serait bien que ça se passe rapidement, parce que c'est maintenant que ça se passe. Et on prend les bonnes décisions, on est sur la bonne voie, c'est bien, mais c'est pas gagné. Donc il s'agit de continuer l'effort et de contenir la Russie. Sans ça, les Russes seront à Varsovie, à Berlin, et qui sait où est-ce qu'ils arriveront. Mais une chose est sûre, ils arriveront aussi loin qu'on les laissera aller. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Merci du temps que vous avez consacré à cette vidéo. Pour ceux qui estiment qu'elle a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker. Également, ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous inscrire, vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Et n'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Je réponds à tous les messages que je reçois. Pour les journalistes, les experts, les médias qui souhaiteraient un commentaire concernant ce qui se passe en Europe de l'Est, en Europe orientale, en Ukraine, en Russie, je suis à leur disposition. Dans un avenir proche, je ferai d'autres vidéos en langue française, en langue polonaise, donc des vidéos concernant ce qui se passe en France, en Pologne, en Europe. Pour l'heure, je vous remercie du temps que vous avez consacré à mes vidéos précédentes et à cette vidéo également. Et je vous dis à très bientôt.